Une femme âgée humiliée à la banque. Voilà comment l'histoire d'Élise Moreau aurait pu se terminer un mardi après-midi ordinaire. Mais le destin avait d'autres plans. Ce qui commença comme une simple visite bancaire allait révéler non seulement l'indignité avec laquelle on traite nos aînés, mais aussi la puissance d'une intervention inattendue. La Banque nationale de Paris bourdonnait d'activité en ce milieu d'après-midi. Les files d'attente s'allongeaient devant chaque guichet, serpentant entre les cordons de velours rouge. Un murmure constant de conversations irritées et de soupirs d'impatience créait une atmosphère électrique. Les employés, visages tendus et mouvements précipités, naviguaient d'un poste à l'autre, certains évitant délibérément le regard des clients. Parmi cette mer de costumes pressés et de visages agacés se tenait Élise Moreau, 78 ans, presque invisible dans son manteau, gris houssé. Ses mains ridées, marquées par une vie de travail, tremblaient légèrement en serrant une enveloppe jaunie. Elle rajustait nerveusement le foulard autour de son cou, tentant de paraître digne malgré l'appréhension qui lui nouait l'estomac. « Numéro 47, guichet 3 », annonça une voix métallique. Élise regarda son ticket, 63. Elle soupira doucement. Encore une longue attente. Son regard retomba sur l'enveloppe qu'elle tenait. À l'intérieur, des relevés bancaires montrant des frais inexpliqués, qui grignotaient sa modeste pension. Pour beaucoup, ces sommes pourraient sembler insignifiantes, mais pour Élise, c'était la différence entre se chauffer correctement ou économiser sur les médicaments le mois prochain. « Ce n'est pas normal », murmura-t-elle pour elle-même. « Je n'ai jamais autorisé ces prélèvements. » Un homme en costume coûteux doubla la file d'attente, attirant immédiatement l'attention d'un conseiller qui l'accueillit avec un sourire éclatant. Élise observa la scène, son cœur se serrant. Pour certains, les portes s'ouvraient facilement. Pour d'autres comme elle, invisibles sous les rides et la modestie, chaque porte semblait verrouillée. Un jeune employé passa devant elle, jetant à peine un regard à cette silhouette frêle. Élise se redressa légèrement, comme pour affirmer sa présence. Elle avait travaillé toute sa vie comme institutrice, avait éduqué des générations d'enfants. Méritait-elle cette invisibilité? L'attente s'étirait, interminable. Élise sentait ses jambes faiblir, mais ne voulait pas s'asseoir, craignant de manquer son tour. Elle fixait maintenant le guichet numéro 3, où une employée aux ongles vernis tapait frénétiquement sur son clavier, son visage affichant ouvertement l'ennui. Ce que Élise ignorait, c'est que son combat pour être entendu allait bientôt prendre une tournure inattendue. Ce qu'elle croyait être une simple erreur administrative masquait quelque chose de bien plus sombre, un système qui profitait de la vulnérabilité des plus âgés. « Numéro 54, guichet 4 », annonça la voix Élise. Serra l'enveloppe plus fort. L'heure de vérité approchait, et avec elle une confrontation dont personne dans cette banque ne soupçonnait l'ampleur. Numéro 63, guichet 3. Élise sursauta légèrement. Son tour était enfin venu. Elle rassembla ses forces, serra son enveloppe contre sa poitrine et s'avança vers le comptoir. La jeune femme derrière la vitre ne leva pas les yeux à son approche, continuant de taper sur son clavier avec une rapidité impressionnante. Élise attendit un moment, puis s'éclaircit doucement la gorge. « Bonjour, mademoiselle. » La jeune femme, dont le badge indiquait Sophie Lenoir, leva enfin les yeux. Son regard passa rapidement sur Élise avant de revenir à son écran. « Bonjour, madame. Que puis-je faire pour vous ?» Sa voix était mécanique, dépourvue de toute chaleur. « J'ai remarqué des frais sur mon compte que je ne comprends pas, » expliqua Élise, dépliant soigneusement ses relevés. « Voilà, ces prélèvements de frais de gestion premium. Je n'ai jamais souscrit à ce service. » Sophie jeta un coup d'œil distrait au document. Ses ongles roses vifs cliquetaient contre la surface du comptoir avec impatience. « Ces frais sont automatiques, madame. C'est écrit dans les conditions générales que vous avez signées. Mais je n'ai jamais... » « Madame, » coupa Sophie, en soupirant, « ces frais s'appliquent à tous les comptes qui n'atteignent pas le solde minimum requis. C'est la politique de la banque. » Élise sentit une chaleur monter à ses joues. Derrière elle, la file s'impatientait. « Je comprends.
Mais ces frais ont triplé depuis 2 mois sans aucune explication et je n'ai jamais reçu de notification. Sophie roula subtilement des yeux. La banque n'est pas obligée de vous notifier pour des ajustements de tarifs standards. Tout est expliqué dans la brochure tarifaire. Elle poussa une brochure glacée vers Élise, un document de 20 pages en caractères minuscules. « Tout est là-dedans, madame. Mais je ne peux pas... » Élise ajusta ses lunettes, désorientée par tant d'informations. « Pourriez-vous simplement m'indiquer où trouver l'explication pour cette augmentation ?» Sophie soupira de nouveau, cette fois sans chercher à dissimuler son agacement. « Madame, j'ai d'autres clients qui attendent. Si vous ne comprenez pas la documentation, peut-être pourriez-vous demander à un proche de vous aider ?» L'humiliation brûla le visage d'Élise. 60 ans d'indépendance, et voilà qu'on la traitait comme une enfant incapable. « Je vis seule, mademoiselle, et j'ai parfaitement géré mes finances pendant des décennies. »« Bien sûr, madame, » répondit Sophie avec un sourire condescendant. « Mais les temps changent, et la banque aussi. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous ?» La frustration nouait la gorge d'Élise. Ce n'était pas seulement l'argent, c'était cette façon d'être traitée, invisible, insignifiante. « Je voudrais parler à votre supérieur, s'il vous plaît. » Le sourire de Sophie s'effaça. « Comme vous voudrez. » Sophie décrocha le téléphone avec un sourire pincé. Elle murmura quelques mots, puis se tourna vers Élise. « Monsieur Dupont arrive, madame. Veuillez patienter. » L'attente ne fut pas longue. Marcel Dupont émergea d'un bureau vitré. Sa démarche assurée et son costume impeccable attirant, immédiatement l'attention. Il approcha du guichet, se tenant droit, dominant Élise de toute sa hauteur. Son parfum coûteux envahit l'espace restreint. « Bonjour, madame. On me dit que vous contestez nos frais ?» Sa voix, suffisamment forte, pour être entendue par les clients alentours, trahissait une impatience à peine voilée. Élise sentit les regards se tourner vers elle. « Bonjour, monsieur. Je ne comprends pas pourquoi mes frais ont triplé sans avertissement. Je n'ai jamais souscrit à un service premium. » Marcel prit les relevés, les parcourant avec une indifférence théâtrale. « Madame Moreau, c'est ça ? Ces frais sont parfaitement standards. C'est écrit noir sur blanc dans nos conditions. Mais ils ont changé drastiquement et... » « Madame, l'interrompit-il, nos conditions peuvent évoluer. Nous envoyons des notifications par email. Vous consultez bien votre messagerie électronique, n'est-ce pas? Le ton était celui qu'on réserve aux enfants ou aux personnes séniles. Dit-elle, met-elle. Murmures amusés s'élevèrent dans la file d'attente. « Je n'ai pas d'ordinateur, monsieur, » répondit Élise, sentant une boule se former dans sa gorge. Marcel leva les sourcils, échangeant un regard entendu avec Sophie. « Ah, je vois. Eh bien, madame, nous vivons au XXIe siècle. La banque ne peut pas s'adapter à ceux qui refusent la modernité. » Une rougeur brûlante envahit le visage d'Élise. « Je ne refuse rien du tout. Je demande simplement des explications. »« Claire, les explications sont dans la documentation, » répliqua-t-il en tapotant la brochure. « Si vous ne pouvez pas comprendre des informations aussi basiques, peut-être devriez-vous confier la gestion de vos finances à quelqu'un de plus compétent. » Le silence tomba brusquement sur la banque. Plusieurs clients détournèrent le regard, gêné par cette humiliation publique. Élise, tremblante, se redressa de toute sa dignité. « J'ai géré une classe de 30 élèves pendant 40 ans, monsieur. Je sais lire et comprendre. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous semblez vouloir profiter de personnes comme moi. » Marcel s'approcha, baissant la voix, mais restant parfaitement audible. « Écoutez, madame, vous bloquez la file, et franchement, votre compte n'est pas assez important pour justifier tout ce temps. Si nos services ne vous conviennent pas, d'autres banques seront peut-être plus accommodantes pour votre situation. » Ce fut la goutte d'eau. Des larmes de rage et d'humiliation menacèrent de déborder. Marcel, considérant la conversation terminée, pivota sur ses talons. « Suivant !» lança Sophie. C'est alors qu'une voix calme mais ferme s'éleva depuis l'entrée de la banque. « Un instant, s'il vous plaît. » Toutes les têtes se tournèrent vers l'entrée de la banque. Marcel Dupont, interrompu dans son moment de triomphe, fronça les sourcils.
Élise, les joues encore brûlantes d'humiliation, suivit le regard collectif. Près de la porte vitrée se tenait un homme d'âge mûr, vêtu simplement d'un jean délavé et d'une veste de cuir usée. Une casquette bleu marine ombrageait partiellement son visage. Rien dans sa tenue n'aurait dû commander l'attention, et pourtant quelque chose dans sa posture, une assurance tranquille, une présence indéniable, avait instantanément capté l'attention de tous. L'homme avait les bras croisés, appuyés contre le mur. Position décontractée, mais regard intense. Depuis combien de temps observait-il la scène? Élise remarqua qu'il ne portait pas le regard distrait d'un client en attente de son tour, mais celui, concentré, d'un témoin absorbant chaque détail. « Excusez-moi », reprit Marcel, recomposant rapidement son masque professionnel, « mais nous sommes en train de servir nos clients. Si vous voulez bien prendre un ticket… » L'homme se décolla lentement du mur. « J'ai tout entendu », dit-il simplement, sa voix calme portant sans effort à travers la salle. Il fit quelques pas vers le comptoir, s'arrêtant à mi-chemin. « Et je n'ai pas aimé ce que j'ai entendu. » Un murmure parcourut la file d'attente. Marcel ajusta sa cravate, visiblement contrarié par cette intrusion. « Monsieur, ceci ne vous concerne pas. Le respect concerne tout le monde. » répondit l'homme sans hausser la voix. Élise observa ce mystérieux défenseur. Quelque chose en lui semblait vaguement familier. Peut-être cette démarche assurée ou ce profil qu'elle apercevait sous la casquette. Mais elle n'arrivait pas à mettre un nom sur ce visage. L'homme s'approcha davantage. Un client chuchota quelque chose à l'oreille de son voisin qui écarquilla les yeux. Sophie, derrière son guichet, semblait soudain mal à l'aise. « Madame », dit l'homme, en s'adressant directement à Élise, ignorant complètement Marcel, « puis-je voir ces relevés dont vous parliez ?» Marcel s'interposa. « Monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, mais vous n'avez aucun droit. » L'homme releva légèrement la tête, permettant à la lumière d'éclairer davantage son visage. Un nouveau murmure, plus insistant, parcourut la banque. Une jeune femme dans la file sortit discrètement son téléphone. « Qui je suis ?» répondit l'homme avec un léger sourire. Il retira lentement sa casquette, révélant pleinement ses traits. « Peut-être devrions-nous commencer par là. » Un silence soudain tomba sur la banque. Les murmures s'arrêtèrent net, remplacés par des expressions de stupéfaction. Le visage, maintenant complètement visible, provoqua un effet immédiat de reconnaissance. « Michel Platini », souffla quelqu'un dans la file d'attente. La légende du football français se tenait là, au milieu de la Banque nationale de Paris, son regard ferme fixé sur Marcel Dupont. Le directeur de l'agence, qui dominait Élise quelques instants plus tôt, sembla soudain rapetisser. « Monsieur Platini », bégaya Marcel, sa voix perdant toute assurance. « C'est un honneur inattendu. Si j'avais su que vous étiez parmi nous aujourd'hui, vous auriez traité cette dame avec respect ?» compléta Platini, sa voix calme mais acérée. « C'est intéressant. Le respect devrait-il dépendre de qui observe ?» Marcel ajusta sa cravate, cherchant à reprendre contenance. « Il y a eu un malentendu, nous. J'ai tout entendu. » Et coupa Platini. « Chaque mot. » Il se tourna vers Élise, son expression s'adoucissant. « Madame, puis-je voir ces relevés dont vous parliez ?» Élise, encore abasourdie par ce retournement de situation, lui tendit l'enveloppe d'une main, tremblante. Platini la prit avec délicatesse, comme s'il s'agissait d'un objet précieux. Il parcourut rapidement les documents, son visage se durcissant à mesure qu'il tournait les pages. La banque entière retenait son souffle. Des téléphones étaient discrètement sortis, capturant ce moment surréaliste. « Ces frais ont triplé sans justification », constata Platini, levant les yeux vers Marcel. « Et quand cette dame demande simplement des explications, vous la traitez comme une ignorante qui ne mérite pas votre temps. » Le visage de Marcel passa du blanc au rouge. Sophie, derrière son guichet, fixait son clavier, refusant de croiser le regard de quiconque. « Sur un terrain de football », poursuivit Platini, sa voix portant sans effort dans la salle silencieuse. « Nous apprenons que le respect n'est pas négociable, qu'il n'est pas réservé aux stars
ou aux puissants? Il posa doucement sa main sur l'épaule d'Élise. Cette dame a travaillé toute sa vie. Elle mérite vos explications, votre temps et votre respect. Élise sentit une chaleur différente l'envahir, non plus celle de la honte, mais celle de la dignité retrouvée. Elle se redressa imperceptiblement. Maintenant, dit Platini en se tournant vers Marcel, nous allons tous les trois aller dans votre bureau, et vous allez nous expliquer précisément pourquoi ces frais ont augmenté. Et j'ai le sentiment que ce n'est pas juste une erreur isolée, n'est-ce pas? Le bureau de Marcel Dupont reflétait l'image qu'il voulait projeter, moderne, impersonnel, dominateur. Derrière un imposant bureau en verre trônait un fauteuil en cuir noir, bien plus confortable que les 2 chaises visiteurs où Élise et Platini avaient pris place. Sophie se tenait debout près de la porte, carnet en main, comme si elle prenait des notes, mais ses doigts tremblaient légèrement. Marcel tenta de reprendre le contrôle de la situation. « Monsieur Platini, je vous assure que nous pouvons régler ce petit malentendu rapidement. »« Ce n'est pas un malentendu, » répondit Platini en étalant méthodiquement les relevés d'Élise sur le bureau. « Regardez ici. En janvier, frais de tenue de compte, 3 €. Février, toujours 3 €. Puis en mars, soudainement 9 €. Avril, 9 €. Sans aucune notification. » Marcel se racla la gorge. « Nos tarifs évoluent régulièrement. Triplés d'un mois à l'autre ?» Platini pointa un autre document. « Et ces frais de service premium de 15 € par mois qui apparaissent en mars également. » « Madame Moreau vous a-t-elle demandé ce service ?» Élise secoua la tête. « Jamais. Je n'en ai même pas entendu parler avant aujourd'hui. » Marcel jeta un regard nerveux vers Sophie, qui fixait obstinément ses notes. « Il y a peut-être eu une erreur administrative ?» Platini sortit un stylo et entoura plusieurs lignes. « Une erreur qui se répète exactement au même montant, 2 mois de suite ?» Il feuilleta le dernier relevé. « Et qui affecte également le compte épargne avec ses frais de gestion spéciaux ?» Le silence qui suivit était éloquent. Marcel tapotait nerveusement son bureau du bout des doigts. « Ouvrez son compte sur votre ordinateur », demanda calmement Platini. Marcel hésita, puis pivota vers son écran. Après quelques clics, il tourna l'écran pour qu'il puisse voir. Platini se pencha et observa attentivement. « Intéressant. Le système indique catégorie C à côté de son nom. Qu'est-ce que cela signifie ?» Marcel pâlit visiblement. « C'est une simple classification interne. »« Vraiment ?» Platini pointa l'écran. « Pourquoi y a-t-il autant de clients dans cette catégorie? Et pourquoi sont-ils presque tous nés avant 1950 ?» Élise se redressa, soudain plus attentive. « Ce n'était donc pas juste elle. Je veux voir les tarifs appliqués à tous les clients de cette catégorie C, exigea Platini, son ton toujours calme mais inflexible. Marcel échangea un regard paniqué avec Sophie. « Je ne peux pas... Ce sont des informations confidentielles. »« Vraiment ?» Platini sortit son téléphone. « Dans ce cas, peut-être devrions-nous appeler le siège de la banque. Ou mieux, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » La menace de Platini flotta dans l'air comme une épée de Damoclès. Marcel déglutit visiblement, son masque d'assurance se fissurant davantage. Un coup discret à la porte brisa momentanément la tension. « Entrez !» lança Marcel, presque soulagé par l'interruption. La porte s'ouvrit sur 2 employés, visiblement inquiets. « Monsieur Dupont, il y a des clients qui demandent... » Le premier s'interrompit en apercevant Platini, ses yeux s'écarquillant de surprise. « Nous gérons une situation, » répondit sèchement Marcel. « Retournez à vos postes. » Mais les employés hésitèrent, échangeant des regards incertains. La nouvelle s'était visiblement répandue dans toute l'agence. Derrière eux, d'autres visages curieux apparaissaient dans l'entrebâillement de la porte. Marcel soupira et se passa une main sur le visage. « Fermez la porte. » Une fois seul à nouveau, Platini reprit calmement. « La catégorie C, monsieur Dupont. Expliquez-nous. » Marcel fixa l'écran pendant quelques secondes, comme s'il y cherchait une échappatoire. Finalement, ses épaules s'affaissèrent. « C'est une directive venue d'en haut. »« Pas mon idée. »« Quelle directive ?» insista Platini. « Optimisation. Des revenus sur compte à faible rendement.
récita Marcel, sa voix perdant toute inflexion commerciale. Les clients de la catégorie C sont ceux qui consultent rarement leurs comptes en ligne, n'utilisent pas l'application mobile et ont des habitudes bancaires traditionnelles. Élise fronça les sourcils. Vous voulez dire les personnes âgées? Marcel évita son regard. Les clients moins rentables. Et ces clients moins rentables se voient appliquer des frais supplémentaires, demanda Platini, son calme masquant à peine son indignation. Des tarifs ajustés, corrigea faiblement Marcel. Sophie, toujours près de la porte, fixait maintenant ses chaussures. Élise remarqua sa posture, mélange de honte et de soulagement que la vérité émerge enfin. Combien? La question de Platini tomba comme un coup près. Pardon? Combien de clients dans cette catégorie? Marcel hésita, puis cliqua plusieurs fois. Son visage se décomposa. 347, dans cette agence. Élise porta une main à sa bouche. Mon Dieu! Et depuis quand appliquez-vous cette politique? Poursuivit Platini. Mars dernier. 3 mois. Platini se tourna vers Élise. Son regard était différent maintenant, non plus celui d'une victime isolée, mais d'une femme comprenant l'ampleur d'une injustice collective. « Ce n'est pas juste une erreur, n'est-ce pas ?» dit-elle doucement. Sa voix retrouvant l'autorité de l'institutrice qu'elle avait été. « C'est délibéré. Vous ciblez les personnes qui, selon vous, ne remarqueront pas ou n'oseront pas protester. » Marcel ne répondit pas, mais son silence était un aveu. « Je veux la liste », exigea Platini, la liste complète des clients concernés. Le téléphone de Marcel sonna à peine 10 minutes après son appel au siège. Platini et Élise étaient restés dans le bureau, examinant les données que Marcel avait, sous la pression, accepté d'imprimer. La porte s'ouvrit brutalement, livrant passage à 2 hommes en costume sombre. « Je suis François Leblanc, directeur régional », annonça le plus âgé sans préambule. « Et voici Maître Renard, du service juridique. » Son regard passa rapidement de Marcel à Platini, puis s'arrêta sur Élise. « Madame, monsieur Platini, je vous prie de m'excuser pour ce malentendu. »« Ce n'est pas un malentendu, » répondit calmement Platini en lui tendant une feuille. « C'est un système délibéré. » Le directeur régional parcourut le document, son visage passant de l'assurance professionnelle à l'inquiétude. Ces données sont confidentielles. Vous n'avez pas le droit de savoir la vérité, coupa Élise, une nouvelle. Fermeté dans sa voix. 347 personnes dans cette seule agence. Combien dans toute la région, dans tout le pays? L'avocat s'avança. Madame, nous comprenons votre préoccupation, mais montrez-leur, interrompit Platini en se tournant vers Marcel. Le mémo du 15 février. Marcel, livide, ouvrit un dossier sur son ordinateur. L'écran affichait maintenant un document interne avec l'entête de la banque. Stratégie d'optimisation des revenus sur clients seniors, lut Platini, à voix haute. Déploiement de nouveaux frais sur les comptes identifiés comme appartenant à des clients peu susceptibles de contester ou de changer d'établissement. Le directeur régional s'empressa d'éteindre l'écran. « Écoutez, nous pouvons régler cette situation à l'amiable. Un remboursement immédiat, des compensations, 3 mois de surfacturation silencieuse. » Poursuivit Platini comme s'il n'avait pas été interrompu. « Multiplié par des centaines de clients par agence, par des dizaines d'agences, c'est un système organisé d'abus de confiance. » Élise regardait les visages autour d'elle. Marcel défait, l'avocat calculateur, le directeur régional, impaniqué. Elle pensait à tous ces gens comme elle, ces retraités modestes pour qui chaque euro comptait. « Combien ?» demanda-t-elle soudainement. « Combien avez-vous pris, au total ?» Un silence pesant suivit sa question. Le directeur régional consulta nerveusement sa montre. « En moyenne, 40 € par mois et par client », finit par murmurer Marcel. « Sur toute la France, peut-être 50 000 clients concernés. » Élise fit un rapide calcul mental. 6 millions d'euros, en seulement 3 mois. Platini se leva lentement. « Messieurs, nous allons maintenant faire 2 choses. D'abord, vous allez rembourser chaque centime, avec intérêt. Ensuite, il sortit son téléphone.
Le public va savoir. La tension était palpable lorsque le petit groupe émergea du bureau de Marcel. Le hall principal de la banque, normalement animé par les conversations discrètes et le bruit feutré des transactions, était plongé dans un silence inhabituel. Les clients, qui avaient choisi de rester malgré l'attente prolongée, formaient maintenant un demi-cercle attentif. Platini, téléphone en main, s'avança au centre de l'espace. Derrière lui, Élise marchait d'un pas plus assuré qu'à son arrivée. Le directeur régional et l'avocat tentaient discrètement de les convaincre de revenir dans le bureau, leurs chuchotements urgents résonnant dans le silence. « S'il vous plaît, monsieur Platini, nous pouvons discuter de cela en privé », insista François Leblanc, une note de panique dans la voix. Platini se tourna vers les clients rassemblés. « Je crois que trop de choses ont déjà été gardées privées, » répondit-il, suffisamment fort pour que tous l'entendent. Il activa l'enregistrement vidéo sur son téléphone et le tint face aux dirigeants de la banque. « Pourriez-vous répéter, pour que ce soit clair, ce que vous venez d'admettre concernant la catégorie C de clients ?» L'avocat s'interposa. « Monsieur Platini, vous n'avez pas le droit de... J'ai le droit de documenter un aveu d'abus de confiance, » coupa Platini. « Et ces personnes, il désigna la foule de clients, ont le droit de savoir si eux font partie des victimes. » Des murmures parcouraient maintenant l'assemblée. Certains clients plus âgés sortaient leurs propres relevés, les examinant avec une nouvelle inquiétude. Marcel Dupont, resté en retrait, semblait avoir vieilli de 10 ans en 1 heure. Son regard croisa celui d'Élise, et pour la première fois, elle y vit autre chose que du mépris. Peut-être était-ce de la honte. La banque a délibérément ciblé près de 50 000 clients âgés à travers la France, déclara Platini face à la caméra, leur appliquant des frais injustifiés en pariant sur leur silence. Madame Moreau a eu le courage de questionner ces pratiques, et maintenant nous savons qu'elle n'était pas seule. La porte d'entrée y s'ouvrit, laissant entrer 2 personnes munies d'appareils photo professionnels. Des journalistes, alertés par les réseaux sociaux où la présence de Platini dans cette banque faisait déjà sensation. Le directeur régional s'approcha d'Élise, baissant la voix. « Madame, je vous assure que vous serez entièrement remboursée. Si nous pouvions juste... » « Ce n'est plus seulement pour moi, » répondit Élise, redressant ses épaules. « C'est pour tous les autres. » Platini posa une main sur l'épaule d'Élise. Ces pratiques prédatrices s'arrêtent aujourd'hui, et ce n'est que le début des conséquences. Les flashs commencèrent à crépiter. Le siège régional de la Banque nationale de Paris imposait par son architecture, marbre froid, plafond haut et une sensation délibérée d'intimidation. Pourtant, ce matin-là, c'étaient les dirigeants qui semblaient intimidés. Dans la salle de conférence au dernier étage, une table en U faisait face à une dizaine de journalistes. Les caméras étaient braquées sur le président régional, Henri Mercier, dont le visage crispé trahissait l'inconfort. Élise, assise au premier rang à côté de Michel Platini, observait la scène avec un mélange d'incrédulité et de satisfaction tranquille. 3 jours seulement s'étaient écoulés depuis sa visite à l'agence, et voilà qu'elle assistait à quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible, des excuses. La Banque nationale de Paris reconnaît avoir mis en place une politique tarifaire inappropriée ciblant spécifiquement nos clients seniors, déclara Mercier, lisant visiblement un texte préparé. Nous présentons nos sincères excuses pour cette grave erreur de jugement. Élise remarqua l'euphémisme. Politique tarifaire inappropriée, au lieu de système d'exploitation délibéré. Platini dut le noter également, car il se pencha légèrement en avant, son regard intensément fixé sur Mercier. Suite à cette révélation, poursuivit Mercier, nous annonçons les mesures suivantes. Premièrement, le remboursement intégral de tous les frais indûment perçus, majoré d'un intérêt compensatoire de 10%. Deuxièmement, une indemnité forfaitaire de 200 € versée à chaque client concerné. Troisièmement, la suspension immédiate des responsables impliqués dans cette politique en attendant une enquête interne approfondie. Une journaliste leva la main. Combien de personnes ont été touchées par cette erreur de jugement ?
Mercier hésita, puis se résigna. Nos premières estimations indiquent environ 47 000 clients à travers le réseau national. Le murmure qui parcourut la salle confirma l'ampleur du scandale. Et qui a approuvé cette stratégie? Insista un autre journaliste. L'enquête déterminera les responsabilités précises, répondit mécaniquement Mercier. Élise sentit la main de Platini se poser brièvement sur la sienne, un geste de soutien discret. Elle n'était plus cette femme intimidée qui tremblait devant un guichet. Quelque chose avait changé en elle, comme... Mais pour confirmer cette transformation, Mercier ajouta « Nous tenons particulièrement à remercier Madame Élise Moreau pour avoir porté cette situation à notre attention. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Son courage nous a permis d'identifier et de corriger une grave injustice. L'ironie était palpable. Sans l'intervention de Platini, sa voix n'aurait jamais été entendue. Mais désormais, c'était différent. Élise comprenait que ce n'était que le début d'un changement plus profond. « Madame Moreau ?»« Excusez-moi, Madame Moreau. » Élise se retourna, surprise d'entendre son nom. Elle reconnut immédiatement la boulangère de son quartier qui traversait la rue à grandes enjambées pour la rejoindre. « J'ai vu votre histoire aux informations », s'exclama la commerçante, son visage animé d'une admiration nouvelle. « Vous êtes devenue une célébrité. » Élise sourit, encore mal à l'aise avec cette attention soudaine. Une semaine s'était écoulée depuis la conférence de presse, et sa vie avait basculé dans une réalité qu'elle peinait à reconnaître. Dans le petit café du coin, où elle s'installa pour son rituel du mardi, le poste de télévision diffusait justement un reportage sur l'affaire. Les images montraient des files d'attente devant plusieurs agences bancaires à travers le pays. Des personnes âgées, relevées en main, venues vérifier leur compte. « C'est elle », chuchota quelqu'un, et plusieurs têtes se tournèrent. Vers Élise, son téléphone sonna. C'était Marie-Claire, son ancienne collègue de l'école primaire. « Élise, tu ne devineras jamais. La banque vient de m'appeler pour me dire que j'étais aussi concernée. Ils me remboursent plus de 120 €. Et c'est pareil pour Henri et Jacqueline. Nous n'aurions jamais vérifié sans toi. » Ce n'était qu'un exemple parmi des centaines. Chaque jour apportait de nouveaux témoignages. Des associations de consommateurs avaient mis en place des permanences spéciales pour aider les seniors à vérifier leurs relevés. D'autres banques, craignant d'être les prochaines sur la sellette, annonçaient des révisions de leurs politiques tarifaires. Le soir même, Élise se rendit à la salle communale où une réunion d'information avait été organisée. Elle s'était attendue à quelques personnes. Elle trouva la salle comble. Un avocat spécialisé expliquait les droits des consommateurs, tandis qu'un représentant d'une association distribuait des brochures. Madame Moreau l'appela une voix. Un homme âgé s'approcha, lui serrant la main avec émotion. « Grâce à vous, j'ai découvert que je payais des frais injustifiés depuis près d'1 an. Vous nous avez ouvert les yeux à tous. » À l'autre bout de la salle, une femme distribuait des badges portant l'inscription « Respect et dignité » à tout âge. Les visages autour d'Élise n'exprimaient plus la résignation qu'elle connaissait si bien, mais une détermination nouvelle. Madame Moreau demanda une journaliste qui s'était glissée dans la réunion. « Accepteriez-vous de participer à une émission spéciale sur les droits des seniors ?» Élise hésita un instant, puis sourit. « Avec plaisir. Il est grand temps que nos voix soient entendues. » 1 mois plus tard, Élise contemplait le petit balcon de son appartement, fraîchement décoré de géraniums rouges. Un luxe modeste qu'elle s'était permis avec une partie de son indemnité. Mais plus précieux que ces fleurs était le sentiment qui avait fleuri en elle. Une dignité retrouvée, une assurance qu'elle croyait perdue depuis longtemps. Sur sa table basse, une pile de lettres et de cartes de remerciements s'accumulait chaque jour. À côté, un dossier contenait ses notes pour la prochaine réunion du collectif Dignité et Respect, qu'elle avait contribué à créer. Qui aurait cru qu'à 78 ans, elle entamerait une nouvelle vie d'activiste? Son téléphone sonna. « Le taxi est là, Madame Moreau », annonça le gardien. Au centre communautaire, la salle était comble. Des
Visages familiers l'accueillirent avec chaleur. Ces personnes qui, comme elle, avaient été invisibles, trouvaient maintenant leur place, leur voix. Élise s'installa au premier rang, remarquant l'affiche au mur. Conférence spéciale. Droite des seniors, avec Michel Platini. Il fit son entrée sous les applaudissements, mais ce fut vers Élise qu'il se dirigea d'abord, l'embrassant chaleureusement. « Sans vous, rien de tout cela n'aurait été possible », lui murmura-t-il. Platini prit la parole, son charisme naturel captivant l'audience. Ce qui est arrivé à Madame Moreau n'était pas un incident isolé, mais le symptôme d'un problème plus profond dans notre société, l'invisibilité à laquelle nous réduisons trop souvent nos aînés. De sa place, Élise observait l'assemblée, des personnes qui, un mois plus tôt, auraient peut-être baissé les yeux devant l'arrogance d'un employé de banque, mais qui maintenant écoutaient avec confiance, prenant des notes, posant des questions. Mais l'histoire d'Élise nous montre aussi qu'une seule voix, un seul acte de courage peut déclencher un changement profond, poursuivit Platini. Ce n'est pas mon intervention qui a fait la différence, c'est sa détermination à être entendue. À la fin de la conférence, Élise fut invitée à rejoindre Platini sur l'estrade. Ensemble, ils dévoilèrent le nouveau programme d'assistance juridique pour les seniors victimes d'abus financiers. Élise, dit Platini en se tournant vers elle, vous avez transformé votre humiliation en force pour des milliers de personnes. Élise regarda la salle, ses visages qui n'étaient plus résignés mais déterminés, et comprit que sa véritable victoire n'était pas contre une banque, mais contre l'indifférence. Nous ne sommes plus invisibles, dit-elle simplement, sa voix portant avec une assurance nouvelle, et nous ne le serons plus jamais.